votre présence, un petit mot d'introduction pour ce lancement de cette conférence. On est très heureux d'accueillir Jean Coustex. Je ne vais pas le présenter plus amplement, parce que je vais laisser Ahmad le faire. Voilà, je voulais juste dire qu'on est très content de démarrer cette thématique de conférence, qui est un sujet qu'on avait adressé au médical en disant qu'on voulait demain faire plus d'événements de notoriété pour qu'on puisse rayonner de notre compétence scientifique avec des invités prestigieux sur les conférences. Donc on est ravis de cette première conférence, qui a déjà été tôt dans le passé. Et puis encore merci à Ahmad de porter cette thématique, ce sujet, cette organisation, avec ces aspects d'innovation et notamment avec la retransmission qu'on fait en direct sur YouTube. Voilà, donc un grand merci de votre présence, M. Coustex. Je vais laisser Ahmad vous présenter. Un grand merci à Ahmad pour l'organisation de la conférence et bonne conférence à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci encore une fois pour votre présence aujourd'hui pour cette conférence. Alors la présentation est très riche, c'est pour ça que je n'ai pas pu mémoriser vraiment ce parcours très riche, scientifique et personnel. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier. Jean Coustex est un ancien directeur de département de recherche et professeur de Supaéro dans le domaine de l'aéronautique. Il a fait ses études à Supaéro alors que l'école était encore située à Paris. Supaéro s'installera à Toulouse en 1968. Il est ensuite embauché à l'ONERA, Office national des études et recherche aérospatiale, à Modo, en 1970, où il a réalisé son doctorat sur la couche limite turbulente tridimensionnelle. À partir de 1972, il vient travailler à Toulouse à l'ONERA et commence à enseigner l'aérodynamique à Supaéro, où il devient professeur. Il enseigne dans l'école depuis plus de 50 ans et actuellement encore en master international. Il a été directeur du département de modélisation pour l'aéronautique et l'énergétique. Ce département est situé en partie à Toulouse, à Bougaye, alors que l'axe de recherche en propulsion spatiale est situé sur le site de FOGA pour les propulseurs de fusées en partenariat avec le CNES. Il est l'auteur de plusieurs livres scientifiques faisant référence internationalement dans son domaine concernant la couche limite, mais aussi les développements asymptotiques en collaboration avec le professeur Jacques Moss de l'Université Paul-Sabatier. Jean Coustex est un passionné de l'histoire des sciences et en particulier des sciences et en particulier de l'aéronautique. Il a donné pendant plusieurs années un cours d'ouverture pour les étudiantes et les étudiants en première année de Supaéro, mais aussi pour l'école doctorale de Toulouse lors de la formation des doctorantes et des doctorants pour le monitorat de l'enseignement supérieur. C'est également l'occasion de mentionner qu'il est enseignant bénévole à l'école de production à l'ICAM depuis plusieurs années. La conférence qui vous est présentée aujourd'hui à l'ICAM est l'histoire de l'aéronautique par Jean Coustex. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, ainsi que Madame le Gouverneur, pour avoir rendu possible cette conférence. Bon, il faut un petit peu de travail pour y arriver. Ok, alors, donc, cette phrase-là, qui nous dit que personne ne volera avant 1000 ans, a été prononcée par Wilbur Wright en 1901. Elle a été adressée à son frère Orville. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, Wilbur, Orville Wright. Certains n'en ont peut-être jamais entendu parler, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et puis vous noterez aussi la date 1901. Alors en fait la phrase a été un petit peu modifiée
par Orville plus tard, parce que initialement c'était 50 ans et non pas 1000 ans. Bon. Alors l'histoire des avions, on peut la faire commencer avec la mythologie grecque. Et cette peinture ici montre le mythe d'Édale et de Icare. Il se trouve que Dédale et Icare se sont retrouvés enfermés dans le labyrinthe. Et le labyrinthe avait été construit par Dédale, qui était un architecte de talent, sur les ordres du roi Minos. Mais le labyrinthe était tellement bien conçu qu'il n'a pas réussi à en trouver la sortie, tout au moins à terre, et donc il a eu l'idée de s'échapper du labyrinthe en s'envolant. Et pour cela, eh bien, il s'est collé des ailes dans le dos avec de la cire. Son fils aussi a été muni d'ailes avec des ailes. Et malgré les précautions que Dédale avait prises, en disant à son fils de ne pas s'approcher trop près du soleil, évidemment, en fils intrépide, il s'en est approché, la cire a fondu et il a fini noyé dans la mer Égée. Alors, il a fallu attendre en fait très très longtemps avant que ce désir de voler devienne une réalité. Bon, inévitablement, on passe par Léonard de Vinci, qui avait imaginé des engins, l'un d'eux est représenté ici. Ça s'appelait un ornithoptère, ici, et c'était un engin donc avec des ailes qui pouvaient battre de bas en haut et d'avant en arrière, et il y avait quelqu'un qui était allongé ici, et donc qui était capable de mouvoir ses ailes. En fait, il n'a fait que le dessin, mais il y a, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années, cet appareil a été construit. Et on peut le voir au Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est là où il y a un château qui avait été construit par François Ier pour Léonard de Vinci. Et donc il y a une équipe qui a construit ces appareils. Alors le Clos Lucé, c'est près d'Amboise, donc, et on peut voir cet appareil et on comprend tout de suite que ça n'aurait pas pu voler. En plus, Léonard de Vinci avait imaginé ici une balance. Vous voyez, ici on voit une aile, on voit une personne là qui fait battre l'aile, et donc c'est monté sur une balance. Bon, c'est pas exactement la même que vous utilisez dans les TP, mais bon, c'est une balance quand même. Et donc il pensait pouvoir mesurer les efforts aérodynamiques qui étaient créés par le mouvement de cette aile. Alors on voit une inscription aussi ici, alors, on ne peut pas la lire parce que Léonard de Vinci écrivait comme dans un miroir. En plus, ça doit être en italien ancien, je suppose, ou en latin, je ne sais pas. Mais toujours est-il, pour essayer de comprendre ce qu'il y a décrit, eh bien, il faut regarder dans un miroir cette image. Donc ça, c'était les premiers essais. Donc entre la mythologie grecque et Léonard de Vinci, déjà, il s'est passé pas mal de temps. Et j'ai un petit film qui va vous montrer que cette idée
battre des ailes, c'était pas forcément une très bonne idée. La première idée sera toujours imiter l'oiseau. Ah, que d'efforts pathétiques, que d'inventions plus baroques les unes que les autres, que d'inventeurs fous ou moins fous. L'histoire a oublié leur nom. Alors, le premier qui a eu l'idée de dissocier la sustentation, c'est-à-dire le fait de rester en l'air, et la propulsion, c'est George Kelly, alors, qui n'a rien à voir avec le mathématicien du théorème de Cayley-Hamilton, donc que vous avez peut-être vu dans l'étude des matrices carrées. Il a proposé, dans les années 1800, de dissocier le fait de rester en l'air et le fait de se propulser. Et on voit ici, sur ce médaillon, eh bien, qu'il décomposait la force aérodynamique qui s'appliquait sur cette aile ici, qui est en fait un petit segment là. Donc il décompose en deux parties. Une partie qui est horizontale, donc ça se déplace ici, cet objet se déplace horizontalement. Et dans ce sens, la composante de la force aérodynamique, ça s'appelle la traînée, et la composante de la force qui est orthogonale, ça s'appelle la portance. Et George Kelly, donc, a construit un planeur, un premier planeur en 1804. Et il avait, derrière cette construction, il avait l'idée de réaliser la sustentation d'ailes en utilisant des ailes fixes, et puis une hélice associée à un moteur pour la propulsion. Alors ce planeur, dont on voit le schéma ici, était lancé à la main, et puis ça marchait pas mal du tout. Et en 1849, il a conçu un autre planeur qui était capable de transporter un enfant, puis son cocher. Alors le cocher, il s'en est pas sorti très très bien, et il a démissionné de sa fonction de cocher en prétextant qu'il était là pour assurer une fonction de cocher et non pas de pilote d'un appareil volant. Alors un petit peu plus tard, eh bien, on en vient à Clément Ader. Alors Clément Ader, c'est quelqu'un de la région, puisqu'il est né à Muret. Et il a fait pas mal d'études dans différents domaines de la technologie, et notamment sur ce qu'on appelle maintenant les avions. Alors son premier appareil, l'Éole, vous voyez, ça ressemble à une chauve-souris, et il a été capable de décoller du sol à l'aide d'un moteur. On voit ici le moteur, et c'est uniquement grâce à la puissance de ce moteur qu'il a réussi à décoller. Alors en fait, il a fait un petit saut d'une cinquantaine de mètres à quelques centimètres du sol. Un petit peu plus tard, il a construit un autre engin qui s'appelait l'Aquilon, et il aurait franchi 300 mètres. Alors je dis il aurait parce que à cette époque, cette idée de voler a été soutenue par les militaires, et donc les essais étaient secrets, et personne véritablement ne sait ce qui s'est passé. En plus, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire, voler. Alors, d'abord, il faut entretenir le vol sans perdre de hauteur. Il faut garder l'équilibre de l'appareil, éventuellement le rétablir.
il faut être capable de manœuvrer, il faut revenir au sol sans casser. Bon, en tout cas, Adair, c'est lui qui a popularisé le mot avion, qui vient l'une des racines, c'est l'oiseau, avis, donc qui lui a permis de construire ce mot avion. En fait, un petit peu avant, en 1863, Gabriel de Lalandel avait proposé le mot aviation, donc avec la même racine, oiseau. Alors, si on continue un petit peu dans l'histoire, eh bien, Otto Lilienthal, un Autrichien, a eu une très très grande importance parce qu'il a véritablement appris à voler. Alors, appris à voler, ça veut dire qu'il réussissait à décoller, il réussissait donc à se diriger dans l'air et donc à assurer la stabilité de son appareil. Alors, pour faire ses vols, il avait construit, je ne sais pas si c'est lui-même ou avec l'aide d'autres personnes, en tout cas avec son frère, ils ont mis en place une colline d'une vingtaine de mètres de hauteur en forme de cône, de telle façon que, quelle que soit la direction du vent, eh bien, ils pouvaient décoller et donc faire leurs essais de planeur. Alors, Lilienthal a pu mesurer les efforts qui s'appliquaient sur ces appareils. Il en a essayé pas mal du tout. Il a fait beaucoup de vols. Et en plus, ces résultats étaient portés sous une forme qui est encore utilisée aujourd'hui. Alors, la forme, ça s'appelle une polaire. On porte la portance en fonction de la traînée. Et en fait, on utilise aussi des forces sans dimension. Donc, ça s'appelle le CZ pour la portance et le CX pour la traînée. Et aujourd'hui, donc, c'est encore utilisé, cette forme de représentation des résultats. Et l'intérêt, c'est que si on utilise les mêmes échelles en abscisse et en ordonnée, c'est qu'on peut mesurer directement l'intensité de la force, mais aussi sa direction par rapport à la direction de déplacement du planeur. Alors encore une fois, Lilienthal a une très très grande importance. Il a véritablement posé les bases du vol. Il a appris à se diriger donc dans l'air, à décoller, à se diriger, à assurer la stabilité. Il a fait beaucoup d'essais, mais le dernier lui a été fatal. Bon, son appareil a décroché et il est mort donc lors de ce dernier essai en 1896. Déjà à cette époque, il y a une personne qui a eu un rôle important dans le développement des avions, c'est Octave Chanute. Alors Octave Chanute, c'était un Français qui a été naturalisé américain et bon, il a construit un petit peu quelques planeurs, mais surtout son rôle a été de disséminer les connaissances qui s'accumulaient à cette époque. Et donc, il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait dans différents pays, et notamment les essais de Lilienthal, il les connaissait bien, et il a permis donc au frère Wright d'utiliser beaucoup de résultats de cette façon. Un petit peu plus tard encore, on va trouver un Américain, donc Samuel Pierpont Langley,
il faisait, lui, ses essais sur le Potomac. Hein. On voit la rivière qui est ici. Alors le Potomac, c'est un fleuve, donc aux États-Unis, qui passe par Washington. Et il avait installé cette plateforme. Et au-dessus, eh bien, on voit les appareils qu'il essayait. Alors ils étaient catapultés. Et puis, il espérait que ça vole. Alors, il essayait des maquettes avec une hélice et un moteur à élastique. Ça fonctionnait assez bien, de sorte que en 1896, donc, il a construit un appareil qu'il a appelé un aérodrome. Alors, c'était le numéro 5. Alors, aérodrome, ce n'est plus utilisé dans le même sens aujourd'hui. Ça voulait dire coureur de l'air. Bon. Et c'était déjà quelque chose d'important, hein, puisque l'envergure, c'était à peu près 4 mètres. Il y avait 2 hélices et un moteur à vapeur. Alors, il n'y avait pas de pilote, mais il a été capable de faire voler cet appareil, donc pendant 1 minute 30. Et puis ça s'est arrêté parce que par panne de vapeur. Donc la réserve de vapeur n'était pas suffisante. Mais fort de cet essai, eh bien, il essayait de construire un véritable appareil volant. Et pour construire le moteur, notamment, eh bien, il a fait appel à Charles Manley. Et donc, il a construit un moteur en étoile à explosion, un moteur de 52 chevaux. Alors, un cheval vapeur, ça vaut à peu près 736 watts. En fait, c'est la puissance. Hein. La puissance, c'est une force qui multiplie une vitesse. Alors, la force en question, ça représentait le poids d'une masse de 75 kg, 75 kg, et donc qui se déplaçait à une vitesse de 1 mètre par seconde. Et tout ça, ça donne à peu près 736 watts. La première tentative, en octobre 1903, a été un échec. Le deuxième essai, le 8 décembre 1903, l'appareil n'a pas résisté au décollage. Quoi qu'il en soit, l'anglais a quand même eu une très grande importance parce que c'est lui qui a permis de développer au moins la partie expérimentale de l'aviation aux États-Unis. Et il est très reconnu aux États-Unis. Donc il y a un centre de la NASA qui porte son nom, un centre qui est installé en Virginie, à Hampton. Alors on en arrive maintenant donc aux frères Wright. Alors j'ai mis ici différents contributeurs pour arriver à l'aboutissement. Ici, donc, Octave Chanute, comme je vous ai dit, qui a eu un grand rôle dans la dissémination des résultats. L'anglais, dont on vient de parler. Et puis ici, il y a les 2 frères, Wilbur et Orville Wright. Alors, les frères Wright, en fait, tenaient un atelier de bicyclette dans une petite ville qui s'appelle Dayton. C'est situé dans l'Ohio. Alors l'Ohio, c'est un État qui est près des Grands Lacs, à la frontière avec le Canada. Et ils ont d'abord construit des planeurs. Donc les frères Wright ont d'abord construit des planeurs. Ils ont mesuré les efforts, mais ils ont été un peu surpris parce que leurs résultats ne marchaient pas avec ceux de Lilienthal. Alors de ce fait, eh bien, ils ont entrepris toute une campagne, un véritable programme d'essais en soufflerie.
Alors c'est une soufflerie qui a été construite avec Charles Taylor, donc quelqu'un qui les a aidés. Non seulement à faire cette soufflerie, à construire cette soufflerie, mais aussi à construire un moteur. Alors la soufflerie, elle mesurait, elle avait une section de 40 cm sur 40 cm, elle mesurait 1,8 m de long et la vitesse pouvait aller jusqu'à 50 km/h. Alors aujourd'hui, on peut encore la voir, hein, cette soufflerie. Elle est installée dans un musée à Washington, un superbe musée qui est très très riche, et donc où on peut voir la soufflerie en question. Alors, munis de tous ces résultats, eh bien, les frères Wright ont été capables de construire un appareil qui a volé. Alors, d'abord le moteur, c'était une partie importante. C'est Charles Taylor qui les a aidés. Un moteur de 12 chevaux, c'est-à-dire à peu près 9 kW, qui avait une masse de 62 kg, en fonte d'aluminium. Ensuite, les frères Wright ont construit l'hélice et ils ont développé une théorie pour construire cette hélice, et une théorie assez efficace et qui donnait de bons résultats. Alors l'avion, qui est l'appareil qu'ils ont construit, qui s'appelait le Flyer, a été transporté en Caroline du Nord, près de l'océan Atlantique. L'appareil mesurait en envergure à peu près 12 mètres, avait une longueur de 6 mètres, et la masse à vide, c'était 274 kg. Et la voilure avait une surface de 47,4 mètres carrés. Alors les essais, eh bien, ils se réalisaient au bord de la mer, donc sur une plage qui s'appelle Kitty Hawk. Et ils ont tiré à pile ou face, ils ont tiré au sort de celui qui piloterait le premier l'appareil. Alors le premier essai a eu lieu le 14 décembre 1903. Donc par rapport à la phrase qui avait été prononcée en 1901, il s'est passé assez peu de temps. Et le premier qui a piloté, c'était Wilbur, mais le Flyer, l'avion, a décroché. Il a pu être réparé. Et le 17 décembre, le pilote, c'était Orville. Et donc, ils ont changé de pilote à chaque fois. Donc, il a été capable de faire un vol de 36 mètres pendant 12 secondes. Et ils ont répété. Ce jour-là, ils ont fait plusieurs vols. Le quatrième vol, par Wilbur, il a volé sur 260 mètres pendant 59 secondes. Alors, on voit ici comment ça se passe. Donc on voit l'avion, je vous donnerai quelques détails un petit peu après. Alors le pilote est à plat ventre ici sur l'aile. On voit aussi deux hélices ici contrarotatives. On voit ici le frère qui tient le bout d'aile de façon à ce que l'aile ne touche pas le sol. Bon, aujourd'hui, les gens qui font du planeur, ça se passe encore exactement de la même façon. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui court à côté du planeur pour que le planeur ne touche pas le sol. Bon, en plus, un planeur, en général, ça n'a que deux roues, une roue devant, une roue derrière. Donc, il faut le garder en équilibre. Et puis, en plus, il décollait avec un rail, à l'aide d'un rail sur lequel glissait donc l'avion.
Alors le rail en question était ancré dans le sable, de sorte que lorsque le vent tournait, eh bien, ils étaient capables de modifier la direction du rail. Parce que bien sûr, ils étaient, pour décoller, ils avaient besoin d'une vitesse du vent supplémentaire. L'avion n'était pas capable de décoller tout seul. Donc, ce qui compte, c'est la vitesse de l'avion par rapport au vent. Et donc, on décolle toujours face au vent. Et donc, grâce à ce système, bien, on attend qu'il fasse un petit peu de vent. En utilisant ce rail, donc face au vent, on peut décoller plus facilement. Alors ça, c'est la seule photographie qui existe du premier vol. C'est pas la photo originale. Et donc, qui a permis à Orville donc, de faire le premier vol donc de 36 mètres pendant 12 secondes. Alors ici, on voit quelques détails de l'avion. Déjà, le pilote est à plat ventre sur l'une des ailes. C'est une aile en tandem ici. L'avion, il va vers la gauche, donc dans ce sens, comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle une formule canard. C'est-à-dire que l'empennage horizontal est placé devant l'appareil, alors qu'aujourd'hui, la plupart des avions, eh bien, l'empennage horizontal est à la queue de l'appareil. Ensuite, on voit derrière les ailes, on voit la gouverne de profondeur, ici, qui permet de virer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore? Les hélices. Alors, il y a les deux hélices ici. Alors, il y a un système de chaînes qui permet de les synchroniser. Donc, c'est des hélices contrarotatives. Elles sont entre la voilure et la gouverne de profondeur. Et en plus, le pilote était capable de donner un petit peu de vrillage aux ailes de façon à assurer la stabilité de l'appareil. Alors cette photo ici a été prise toujours dans ce musée à Washington. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Washington, n'hésitez pas d'aller visiter ce musée, c'est assez extraordinaire. Alors là, en France, il y a des choses intéressantes quand même ici à Toulouse, il y a des choses très très intéressantes. Au Bourget aussi, il y a un musée qui est extrêmement intéressant. Alors pour revenir donc à la soufflerie, le concept de soufflerie n'a pas été inventé par les frères Wright. C'est un Anglais, Francis Wenham, qui l'a proposé donc en 1872. Et donc on voit ici donc, l'image de la soufflerie qui a été utilisée par les frères Wright. Alors bon, c'est une soufflerie dans laquelle l'écoulement d'air est produit par une hélice qu'on voit ici. Alors, après, on voit que pour arriver à voler, eh bien, il a fallu la conjonction d'un certain nombre d'avancées technologiques et d'idées, puisqu'il a fallu construire un moteur. À l'époque, c'était pas du tout, ça n'existait pas, des moteurs comme ça. Il a fallu comprendre comment on arrivait à voler, comment on arrivait à assurer la stabilité de l'appareil, etc. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui sont arrivés en même temps. Et puis ensuite, tout a été très vite. Ici, en 1909, eh bien, c'est la traversée de la Manche par Louis Blériot. Donc Louis Blériot a décollé
d'une plage qui est située près de Calais, à Sangatte. Maintenant, la plage en question s'appelle Blériot-Plage. Et donc, il a réussi à traverser la Manche, je ne sais pas, en quelque chose comme une demi-heure. 1909, c'était seulement 6 ans après le premier vol des frères Wright. Alors, en fait, ce premier vol, Blériot était déjà pas mal estropié, puisque il est monté dans son avion avec des béquilles à cause des accidents qu'il avait eus auparavant. Bon. Et ensuite, on voit une femme, peu de temps après, Harriet Quimby, qui a également traversé la Manche, donc en 1912, avec un appareil qui avait été construit par Blériot. Alors à l'époque, tous les exploits étaient encouragés. Il y a eu la traversée de l'Atlantique par Lindbergh dans le sens New York-Paris. Bon, c'est un petit peu plus facile dans ce sens-là à cause de vents dominants, donc d'ouest en est. Bon, il a fallu quand même 33 heures pour traverser l'Atlantique. C'était en 1927. Et puis il y a une femme aussi, Amelia Earhart, qui a traversé l'Atlantique entre Terre-Neuve et l'Irlande du Nord. Vous voyez, c'était pas longtemps après, mais elle a mis à peu près 15 heures, donc comparé aux 33 heures de Lindbergh. Voilà, alors, donc, et puis il y a eu d'autres exploits, il y a eu un tas d'exploits qui ont été réalisés à cette époque. Alors, on va voir maintenant un avion, pourquoi ou comment ça vole. Alors, il y a 3 éléments importants. Il y a l'aérodynamique, la propulsion et la mécanique du vol. Alors, tout d'abord, bon, un petit peu de vocabulaire. Donc, sur l'avion, on distingue 3 axes. Un axe de roulis, ici. Donc, l'avion, il va comme ça, et le roulis, c'est dans ce sens. Ensuite, il y a un axe de tangage, donc c'est comme ceci. Donc, par rapport à ceci, l'avion, il va dans ce sens. Et puis, un axe de lacet qui est perpendiculaire aux 2 autres. Alors, il y a des ailerons aussi qui sont placés au bord de fuite des ailes. Alors, les ailerons, ça sert à virer avec une déflexion asymétrique des ailerons. Donc, l'un qui est en haut et l'autre dirigé vers le bas. Eh bien, ça permet de défléchir l'effort de portance, et de ce fait l'avion, eh bien, il peut tourner et il va virer de cette façon. Alors bon, il faut ajouter un petit peu quand même en jouant sur la gouverne de direction pour éviter de faire trop de lacets. Ensuite, on a l'empennage horizontal qui est ici, et puis derrière, une gouverne de profondeur. Alors cette gouverne, notamment, elle a pour effet d'équilibrer les moments des forces par rapport au centre de gravité. Bon, il ne faut pas que l'avion tourne sur lui-même, et donc il est nécessaire que les efforts aérodynamiques aient une résultante qui passe par le centre de gravité. Alors donc, ici, donc dans un cas simple de vol en palier, donc à vitesse uniforme, altitude constante, la force aérodynamique est
comme ceci, et elle équilibre donc la composante verticale, disons, équilibre le poids de l'appareil, ce qui permet de rester en l'air. C'est la portance, donc c'est l'effort de sustentation. Alors cet effort est extrêmement important, parce que, vous voyez, si on prend un avion dont la masse c'est à peu près 300 tonnes, eh bien ça lui fait, donc il faut multiplier par 10 pour avoir la force en décanewtons. Donc ça fait quand même des efforts extrêmement importants. Et tout ça, eh bien, c'est réalisé grâce à la présence des ailes. Alors ensuite, eh bien, on va avoir l'autre composante de la force aérodynamique, qui est la traînée. Alors la traînée, elle est équilibrée par la force de propulsion qui est fournie par les moteurs. Et puis on définit un axe de référence de l'avion par rapport auquel on mesure l'incidence. Alors, comment ça marche ? Alors une bonne analogie pour montrer comment ça fonctionne, comment on obtient une portance sur un avion, est obtenue grâce au lift de la balle que l'on donne à une balle de tennis. Alors il y a un principe de mécanique qui permet de dire que si la balle se déplace à vitesse constante, eh bien c'est exactement la même chose que si la balle est au repos, mais avec le vent qui lui arrive dessus. Alors le lift, c'est produit par un effet de rotation, donc qui est imprimé par le joueur, qui donne un effet à la balle en déplaçant la raquette de bas en haut. Donc ça donne un effet de rotation qui est dans ce sens. Alors dans le système d'axe qui est lié à la balle, eh bien on voit que cette vitesse se retranche donc de la vitesse à l'infini amont. Par contre, sur le côté opposé, eh bien, les deux vitesses s'ajoutent. Alors en plus, il y a un principe de mécanique des fluides qui nous dit qu'à une forte pression correspond une faible vitesse et vice-versa, donc une faible pression correspond à une forte vitesse. Donc de ce fait, eh bien, sur le dessus de la balle, on a une forte pression et sur le dessous, on a une faible pression. Le résultat, c'est que la balle va avoir tendance à plonger vers le cours. Alors donc le mot lift est peut-être un petit peu curieux, parce que lift, ça veut dire que ça sous-entendrait que la balle va aller vers le haut, mais en fait, au départ, le joueur lui imprime donc une rotation avec la raquette qui fait monter la balle, mais d'un seul coup, eh bien, la balle, elle redescend brutalement et elle reste dans le cours, ce qui surprend le joueur qui est en face. Alors l'effet de slice, eh bien, c'est dans l'autre sens. Et donc ça donne des trajectoires qui sont beaucoup plus plates. Alors sur une aile d'avion, eh bien, ça se passe à peu près de la même façon. La portance du profil est due à l'existence d'une zone de faible pression sur le dessus de l'aile. Le dessus de l'aile, ça s'appelle l'extrado, et ce qui est en dessous, ça s'appelle l'intrado. Pour vous expliquer exactement ce qui se passe,
il faut utiliser une modélisation de l'écoulement. Et donc l'écoulement autour de l'aile d'avion s'est produit essentiellement par la superposition d'un mouvement uniforme. Ici, donc on est toujours dans un système d'axe qui est lié à l'aile, donc avec donc c'est au repos, et le vent arrive sur l'aile. Et donc ici on a un écoulement uniforme, et puis autour de l'aile il se crée un écoulement circulatoire. Alors la création de cet écoulement, c'est très compliqué, c'est dû notamment à l'existence du bord de fuite ici qui est pointu. Alors on peut voir ce qui se passe en utilisant ici une feuille de papier. Vous voyez ici cette feuille de papier. Donc si je souffle dessus, alors je souffle par-dessus, vous voyez que ça va monter. Alors par en dessous je fais rien du tout, donc c'est simplement en soufflant sur le dessus, comme ça que je crée une dépression à l'extrado. Et c'est exactement ce qui se passe sur l'aile de l'avion. Alors l'effet de rotation, on peut le reproduire aussi à l'aide d'un petit bout de Bristol, ici que j'ai là. On essaye de lancer, je vais mettre la publicité en avant. Bon, il est parti dans le mauvais sens. Alors, donc vous voyez, ce bout de carton, il ne va pas tomber verticalement, mais il va se déplacer sur une certaine distance, et c'est dû à un effet de portance, et cette portance est due à la rotation du Bristol ici, et qui permet de créer donc un effet de portance. Donc voilà en gros pourquoi on a donc un effet de sustentation sur une aile d'avion. Alors en plus, donc, il y a un effort de traînée qui est créé. Alors la traînée, en fait, il y a deux composantes. Il y a une composante qui est due à la pression et une composante qui est due au frottement de l'air entre la peau de l'appareil et l'aile et l'air qui est juste au-dessus. Et sur un avion de type A320, quelque chose comme ça, eh bien, en gros, sur l'appareil, au total, le 40%, c'est dû à la traînée de frottement sur l'appareil. Donc le reste, c'est de la traînée de pression. Alors, un réacteur, comment ça fonctionne? Enfin, les réacteurs qu'on utilise très souvent sur les avions. Eh bien, on peut faire une expérience donc avec un ballon. Alors, donc, si je mets une ficelle ici et que je pose le ballon sur la table, il ne va rien se passer. Je peux vous assurer qu'il va rester sur place. C'est parce qu'il y a un équilibre de pression qui s'établit à l'intérieur de la peau. Et donc, la pression est uniforme et la résultante des forces de pression est égale à 0. Donc, il ne va rien se passer. Mais si j'ouvre ici, vous voyez, ça part. Alors là, ça ne se dirige pas comme on veut, mais ça donne quand même le principe de fonctionnement d'un réacteur. Alors, le principe, eh bien, c'est celui-ci. Donc, en perçant ici, en faisant un petit trou sur la peau du ballon, donc on crée un jet et
le G, eh bien, est opposé à la force qui s'exerce, est opposé à une force qui s'exerce sur la peau du ballon. Alors, ceci, on peut le montrer de façon théorique. Quand on perce un petit trou ici, eh bien, il y a un déséquilibre des pressions qui se crée. Et quand on utilise le théorème de quantité de mouvement, eh bien, on montre que, essentiellement, ici, c'est le débit de quantité de mouvement qui est créé dans le G, qui donne naissance à cette force de propulsion qui agit sur la peau du ballon. Alors, oui, pratiquement tous les moteurs qui sont utilisés sur les avions fonctionnent avec ce principe qu'on appelle le principe d'action et de réaction. Alors maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Ça s'appelle le principe des actions réciproques. Mais voilà. Alors, le moteur le plus simple, c'est un statoréacteur. Alors, un statoréacteur, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de partie mobile à l'intérieur. Ça a été inventé par René Lorin, par René Lorin, qu'il a mis au point en 1913. Alors donc, on reconnaît en fait ici quatre périodes dans le fonctionnement du moteur. D'abord, une période d'admission de l'air. Le statoréacteur, il se déplace dans ce sens. Donc, on a une admission de l'air qui se fait. Ensuite, il y a une compression, une combustion, et puis un échappement. Alors, en gros, c'est comme dans une voiture, mis à part que le cycle n'est pas exactement le même, parce que c'est soit à pression constante, soit à température constante, etc. Donc, mais néanmoins, on reconnaît quand même les quatre temps principaux. Alors, le problème avec un statoréacteur, c'est que si on met sur la table, je peux vous assurer qu'il ne va pas bouger, il ne va rien se passer. Et il faut, pour que ça démarre, il faut le lancer. Alors, le statoréacteur a été réinventé par René Leduc, qui a appelé ça une tuyère thermopropulsive en 1933. Et on voit ici donc un avion expérimental qui est posé sur un avion porteur, le Languedoc. Et cet avion ici, donc l'avion Leduc 010, était muni d'un statoréacteur. Alors il n'y avait pas de pilote dans les premiers vols. Et le premier vol avec le statoréacteur allumé, c'était en 1949. André Turcan, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est le premier pilote de Concorde, ici au-dessus de Toulouse en 1969. Et donc avait piloté avant un avion avec un turboréacteur et un statoréacteur. Et il a battu des records de vitesse avec cet avion, le Griffon, donc, à un nombre de Mach de 2,19 en 1959. Alors l'avion à réaction, qu'on appelle, ou en anglais c'est jet engine, ça se présente sous la forme qui est schématisée ici. Donc on a une entrée d'air avec une nacelle.
bien sûr, c'est accroché à la voilure. Il y a un compresseur ici qui tourne, donc, et l'air donc, qui est aspiré ici rentre dans la chambre de combustion. Et puis derrière, il y a une turbine. Cette partie-là, là, c'était une turbine. Et derrière, il y a une tuyère qui assure l'échappement. Alors là encore, eh bien, on reconnaît 4 temps. Donc, le compresseur est entraîné par la turbine. En fait, il y a un mât, un arbre qui raccorde les deux, ici, donc, qui permet à la turbine de faire tourner le compresseur. Alors, au départ, là, c'est pareil, ça ne démarre pas tout seul, il faut l'entraîner initialement, bon, avec un moteur électrique ou quelque chose comme ça. Alors ici, sur cette image, on voit un moteur un petit peu plus réaliste. Alors en fait, ici, ça c'est un moteur à double flux. Alors il y a un flux principal qui est ici, près de l'axe. Donc on reconnaît la partie compresseur. Ici, c'est la chambre de combustion. Et puis derrière, il y a les étages de turbine. Et puis devant, il y a une soufflante, ce qu'on appelle une soufflante, donc une espèce de ventilateur, donc, qui assure non seulement le flux primaire, mais aussi un flux secondaire qui va rester froid. Alors l'intérêt notamment de ce type de moteur, c'est de diminuer les taux de dilution dans le moteur, et puis ça permet aussi de réduire le bruit du réacteur. Le bruit du réacteur est essentiellement produit par des tourbillons qui se forment à la frontière du jet issu du moteur. Et ici, le jet chaud est enveloppé par ce jet froid qui permet de réduire considérablement le bruit. Alors là, on en arrive à un autre type de moteur, c'est le turbopropulseur. Alors c'est une combinaison de turboréacteurs et d'une hélice. Donc on reconnaît ici le compresseur, la chambre de combustion, la turbine, et puis ici il y a l'hélice. Alors la turbine, donc les étages de turbine sont reliés d'une part au compresseur, donc c'est la turbine qui fait tourner le compresseur, mais il y a des étages de turbine qui sont reliés également à l'hélice à l'aide d'un réducteur ici. L'hélice relativement ne tourne pas très vite, elle tourne beaucoup moins vite en tout cas que les turbines et que le compresseur. Et la propulsion est assurée essentiellement par un effet de réaction dû au fait que le débit de quantité de mouvement qu'on retrouve derrière l'hélice est plus important que le débit de quantité de mouvement à l'entrée. Et donc ça produit une force de propulsion. Et une partie de la propulsion est due au système de turbo-réacteur. Alors le troisième point, c'est le problème de stabilité de l'appareil. Alors, on va considérer donc un profil d'aile qui se déplace à une vitesse v ici, ou si on se place toujours dans un repère qui est lié à l'aile, donc il y a un écoulement uniforme de vent qui arrive avec cette vitesse. Et puis l'aile
est placé avec une certaine incidence qu'on appelle alpha, donc par rapport à la direction du vent. Alors si on augmente l'incidence de l'aile, eh bien la portance augmente à peu près de façon linéaire jusqu'au moment où la portance va diminuer. C'est ce qu'on appelle le décrochage de l'aile. Alors en principe, eh bien, les avions ne volent pas dans ce domaine, hein, c'est interdit. Le domaine de vol est limité à une zone qui est quelque part par ici. Alors au début, bien sûr, la portance est faible, mais en vol de croisière, l'incidence, c'est de l'ordre de quelques degrés. Et donc on est relativement loin donc, du point de décrochage. Alors le problème de stabilité, enfin la stabilité statique en tout cas, de quoi il s'agit? Alors on considère donc un avion donc, en vol de croisière, donc à vitesse uniforme, à altitude constante, en vol de palier. Donc la force aérodynamique équilibre exactement le poids de l'appareil. Et pour une raison ou pour une autre, supposons que l'avion subisse une variation de son incidence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le supplément de portance qui est produit par le fait que l'incidence a varié, hein, je vous rappelle, quand l'incidence augmente, la portance augmente, donc on a un supplément de portance, et ce supplément de portance se place au foyer de l'appareil. Le foyer, c'est une propriété purement aérodynamique de l'appareil. Alors, si le foyer est en arrière du centre de gravité, une sorte de masse de l'avion, eh bien on voit que ce supplément de portance va avoir tendance à diminuer l'incidence. Et donc, dans ces conditions, l'appareil va être stable. Si, au contraire, le foyer est en avant du centre de gravité, eh bien, le supplément de portance va avoir tendance à augmenter encore l'incidence et l'appareil sera instable. Les avions civils, en principe, sont des avions qui sont stables statiquement. Je ne sais pas s'il y a des pilotes ici, dans la salle. Toujours est-il que ceux qui pilotent un avion, eh bien, un avion de tourisme, ou peut-être plus gros, je ne sais pas, eh bien, savent qu'avant de décoller, on leur demande d'annoncer la répartition des masses à l'intérieur de l'avion. Et il faut absolument que le centre de gravité soit placé devant le foyer. Sinon, il n'a pas le droit de partir. Alors, pour montrer ce qui se passe, ici, oui, donc j'ai des avions en papier. Alors, ici, j'ai une feuille comme ceci, que j'ai repliée en deux, et je vais essayer de la faire voler. Bon, vous voyez, ça ne marche pas très bien. Alors, pour continuer, la feuille du dessus, je l'ai repliée un petit peu, de telle façon que le centre de gravité se déplace ici vers le bord d'attaque. Alors, si on essaye de voler, ça commence à aller un petit peu mieux. Et puis, j'ai recommencé l'opération une nouvelle fois, comme ceci. Et vous voyez, ça marche presque. Donc, on a un beau vol plané et qui est produit par le fait que le centre de gravité a été déplacé vers l'avant
de l'appareil, vers en avant, en tout cas du foyer. À chaque fois que je replie la feuille du dessus, le foyer ne bouge pas. Alors, n'allez pas croire que j'ai passé ma vie à lancer des avions comme ça. Mon travail, c'était pas ça. Tout à fait. Bien. Alors, donc voilà les principaux ingrédients qu'il a fallu mettre au point pour savoir voler. Alors ça, cette stabilité-là, c'est une partie, hein, c'est la stabilité en tangage. Bon, il faudrait parler aussi de la stabilité par rapport aux deux autres axes. Alors, on voit ici l'évolution des avions au cours du temps. Tout d'abord, l'avion des frères Wright, le Flyer, 1903. Ici, un autre avion en 1917. Après, un avion Douglas DC-3, 1935, et un Boeing en 1958. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que tous les filins qui existaient sur le premier avion, sur le Flyer, bien, ont disparu. Et ce qui est très très étonnant, c'est que les frères Wright ont été capables de voler avec tous ces filins. Parce qu'ils ont beau être fins, ça crée une traînée énorme. Un filin, même d'un diamètre extrêmement petit, eh bien, donne une traînée énorme. Et on voit d'ailleurs qu'au fur et à mesure que l'avion a évolué, eh bien, tous ces filins ont disparu. Et puis, les moteurs ont été remplacés. Ici, on avait des hélices. Enfin, ça s'utilise toujours, hein, les avions à hélice. Ça dépend de la mission que l'on veut donner à l'appareil. Par exemple, pour des avions à court courrier, c'est intéressant d'utiliser des hélices. Pour les longs courriers, bon, maintenant on utilise les moteurs qu'on appelle à réaction. Bien. Alors ensuite, il a encore fallu franchir une étape. Donc c'est passer à des vitesses supérieures. Alors pour ça, on a besoin d'introduire un autre nombre, c'est le nombre de Mach. Alors Mach en autrichien. Donc c'était bon, il est touché à un tas de domaines, ce monsieur, en optique, etc., en relativité, etc., etc. Il a fait un tas de choses, c'est énorme. Et le nombre de Mach, c'est un nombre sans dimension, qui est le rapport défini comme le rapport de la vitesse de l'avion à la célérité du son. Alors la célérité du son dépend de la température. Quand la température est de 300 Kelvin, la vitesse, la célérité du son, c'est 350 mètres par seconde. Quand on monte en altitude, la température diminue et la célérité du son diminue. Donc ça veut dire qu'un nombre de Mach donné, eh bien, la vitesse est plus faible en altitude qu'au niveau du sol. Alors, quand on en arrive dans le domaine qu'on appelle le domaine transsonique, eh bien, on voit apparaître sur l'aile notamment, eh bien, des ondes de choc. Une onde de choc, ça se produit sur l'aile, même si l'avion vole à une vitesse subsonique, c'est-à-dire avant d'arriver ici le nombre de Mach de l'appareil, c'est 0,86. Et malgré tout, il y a une onde de choc ici. Alors ceci est dû au fait que sur l'extrado de l'aile, on a eu une accélération, donc la vitesse augmente, et pour retrouver à peu près les conditions que l'on avait à l'amont, eh bien, ça se termine par l'existence d'une onde de choc. Alors,
La présence du nombre de chocs, ça induit un tas de phénomènes aérodynamiques, notamment les gouvernes sont inversées parce que il y a les moments, les moments des forces, le foyer se déplace, etc. Et donc les gens n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Et de ce fait, il y a eu énormément d'accidents qui ont été produits. En général, eh bien, les pilotes essayaient de passer cette barrière, donc de voler en écoulement supersonique, en piqué, de façon à avoir une vitesse plus grande. Mais quand ils arrivaient près du sol, ils croyaient remonter l'avion, et puis en fait, dû à ces variations des propriétés aérodynamiques de l'avion, eh bien, il se crachait donc au sol. Alors le premier qui a réussi à passer ce qu'on appelait le mur du son, c'est Chuck Yeager, qui est représenté ici, dans l'attitude d'un héros, comme savent bien le faire les Américains. Et en fait, il a fait cet exploit, il l'a réalisé avec un avion fusée qui était le Bell X-1, qui était emporté par un bombardier B-29. Alors ici, il y a un enregistrement qui prouve qu'effectivement, il a dépassé Mach 1. Alors, les femmes ont aussi eu leur participation à ces exploits. On voit ici Jacqueline Cochrane qui a franchi cette barrière, donc en 1953. La date précédente, c'était en 1947, donc c'est pas très longtemps après. Et puis en France, c'est Jacqueline Auriol, donc sur un Mystère 2, qui a franchi cette barrière au mois d'août 1953. Alors sur cette image, bon, c'est une carte postale qui est disponible à la NASA. Eh bien, il est indiqué derrière la carte postale que l'avion il traverse le mur du son. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que en fait, ce nuage ici est transporté avec l'avion. Sur le devant, sur l'avant de l'appareil, donc il y a une détente qui se produit, et suivant les conditions d'humidité, eh bien, il y a un brouillard qui se forme de ce côté, et donc ce brouillard, il est emporté avec l'avion. Donc l'avion ne franchit pas un mur comme ceci. Alors en fait, cette notion de mur du son, ça a été introduit par un journaliste qui essayait de faire comprendre de quoi il s'agissait. Et le problème, c'est que quand on arrive à des nombres de Mach de l'ordre de 0,8, 0,85, eh bien la traînée augmente considérablement. Et donc la puissance des moteurs, les moteurs avaient une puissance trop faible et ils n'étaient pas capables donc de contrer cette traînée. Et donc il a appelé ça un mur que les avions n'arrivaient pas à franchir. Et en plus, il ne faut pas confondre ce problème avec celui du bang supersonique. Alors cette image a été prise en soufflerie, dans une soufflerie de l'ONERA, donc en écoulement supersonique, donc devant ici l'appareil, l'écoulement à un nombre de Mach qui est de l'ordre de 2,
Et on voit des ondes de choc ici à la tête, et puis une onde de choc ici vers la queue de l'appareil. Alors ici, il y en a une autre d'onde de choc, mais ça c'est dû à un problème de soufflerie, parce que l'onde de choc amont se réfléchit sur la paroi de la veine de la soufflerie, et ça se réfléchit suivant une autre onde de choc. Donc en réalité, ça n'existe pas, hein, ceci. Mais les ondes de choc que l'on voit ici, celle-ci et celle-ci, eh bien, se propagent sur une très très grande distance. Même lorsque l'avion est à 10 ou 15 000 mètres, on ressent encore la variation de pression qui est provoquée par l'onde de choc. Et de ce fait, si on a un observateur qui est sur la Terre, eh bien, comme le système d'onde de choc se déplace avec l'appareil, eh bien, l'observateur, il va d'abord entendre du bruit, il va entendre bang la première fois que l'onde de choc va passer à sa hauteur, et puis la deuxième fois, il va entendre un autre bang, donc il va y avoir bang, bang, un double bang qui est produit par l'appareil. Alors, avant, ça se produisait beaucoup. Les militaires passaient volaient en supersonique au-dessus des terres habitées. Alors, si on habitait à côté d'une base aérienne où il y avait donc des avions supersoniques, notamment au début du mois, hein, quand ils avaient de l'argent pour voler, eh bien, on entendait régulièrement donc ce bang. Alors, ça pouvait faire des dégâts, hein, parce que ça pouvait casser les fenêtres, des choses comme ça. Alors, ceci étant, le Concorde, eh bien, il a eu des problèmes analogues, mais c'est passé inaperçu, parce que au-dessus de enfin, en principe, c'est interdit de voler en supersonique, mais malgré tout, sur quelques îles au large de la Bretagne, eh bien, le Concorde passait en supersonique, et donc les habitants, régulièrement, ils entendaient le double bang produit par le Concorde. Alors, un autre problème qui se produit, c'est la variation de la position du foyer aérodynamique. Et si on ne fait rien du tout, quand on passe en régime supersonique, eh bien, il y a une difficulté, c'est que le foyer passe devant le centre de gravité. Et de ce fait, l'avion devient instable. Alors, la solution qui a été adoptée sur Concorde, c'est d'avoir un système de transfert de carburant, donc qui déplace le centre de gravité de façon à respecter une marge correcte entre le centre de gravité et le foyer aérodynamique. Et ce système a été conservé sur les Airbus. Donc il y a toujours un système de transfert de carburant donc, qui permet d'assurer, disons, l'optimum entre la position du centre de gravité et la position du foyer. Bon, il ne faut pas que le centre de gravité soit trop éloigné du foyer, parce qu'à ce moment-là, l'avion a beaucoup de mal à tourner, donc il met très très longtemps à tourner, et il perd en agilité. Alors, ceci étant, les avions militaires fonctionnent souvent en étant instables, mais le pilotage manuel est remplacé par un pilotage automatique, donc c'est l'ordinateur qui prend le relais et qui permet donc de piloter l'appareil comme il faut. Sinon, un homme ne serait pas capable de piloter comme l'appareil. Alors, donc, quelques éléments sur la recherche. Comme très souvent, c'est comprendre ce qui se passe, c'est essayer de prévoir, et puis essayer d'améliorer aussi ce qui se passe autour de l'avion. Bon, en météo, on n'améliore pas vraiment le temps qu'il fait, mais c'est un autre problème.
on peut améliorer les moyens de prévision. Et les moyens que l'on utilise pour développer un avion, en fait, c'est constitué par des essais au sol, en soufflerie notamment, ou dans des bandes de propulsion. Ce sont des essais en vol et aussi des calculs. La partie numérique, ici, donc, a pris une importance de plus en plus grande, mais les essais, aussi bien en vol qu'au sol, existent toujours. Jusqu'à présent, aucun avion n'a volé uniquement sur la base de calculs. Et pourquoi pas, hein? On peut imaginer. Maintenant, je vais vous montrer donc, un petit film donc, où on voit une soufflerie. C'est une soufflerie qui est de Modane. Donc, Modane, c'est dans les Alpes. Donc, c'est une soufflerie de l'Onera. C'est une grande soufflerie, très grande soufflerie. Donc, avec un circuit qui est fermé. Et l'écoulement de l'air à l'intérieur de la veine, à l'intérieur du circuit, est produit à l'aide d'une chute d'eau qui actionne des turbines Pelton et qui donc qui actionnent les ventilateurs. Donc, on va voir le film en question. Le centre de Modane, voilà. situé au cœur de la Maurienne, utilise la force hydromotrice pour l'essentiel de son énergie. Deux lacs du parc national de la Vanoise, situés à 800 mètres au-dessus du niveau des installations, alimentent la conduite forcée qui actionne sous 80 bars des turbines Pelton. Ces turbines entraînent directement les ventilateurs et les compresseurs du centre. Vous voyez la dimension hein, de Dans la soufflerie par rapport au S1, Modane. deux ventilateurs de 15 mètres de diamètre absorbent une puissance maximale de 88 000 kW en propulsant jusqu'à 10 tonnes d'air par seconde. Ce qui offre un écoulement à Mach 1 dans une section de veine de 8 mètres de diamètre. Ces caractéristiques sont uniques au monde. Cette grande soufflerie continue fonctionne à pression et température atmosphérique. 3 veines d'essai de 14 mètres de long se déplacent sur des rails, ce qui permet la réalisation simultanée d'essais, de travaux de préparation et de travaux de démontage. Après essai, veine et maquette quittent le circuit aérodynamique pour démontage. Une autre veine se met en place pour l'essai suivant. Un dard tripode peut supporter des maquettes complètes. L'ensemble est introduit dans la veine, puis dirigé vers la soufflerie. Dès le positionnement de la veine dans le circuit aérodynamique, les essais peuvent commencer. Les grandes dimensions de la soufflerie S1 sont particulièrement favorables pour l'étude à une échelle réaliste d'hélices transsoniques. Également pour des essais de performance d'un rotor d'hélicoptère de 4 mètres de diamètre, avec une plage d'incidence comprise entre plus 25 degrés et moins 95 degrés. En essai, un rotor de l'aérospatiale. Les températures hivernales permettent l'étude de formation de givre et la mise au point de dispositifs de dégivrage. Les installations du centre autorisent des applications dans d'autres secteurs industriels. Cette maquette a permis de préciser la faisabilité d'un paquebot à voile. L'examen de la réponse aux excitations du vent a été fait pour la construction de ce pont. La forme aérodynamique d'un pantographe de TGV a été étudiée. Alors aujourd'hui, tous les grands bâtiments, tous les ponts de grande envergure
doivent subir des essais en soufflerie comme ça. Alors en particulier à Nantes, il y a un centre dans lequel ils font des essais donc, pour les bâtiments, pour éviter des problèmes. Le givre aussi, vous avez entendu parler du problème de givrage sur les avions, ça existe vraiment autour de, je sais pas, 2000, 3000 mètres. Eh bien, même si la température n'est pas inférieure à 0 degré, on peut avoir des phénomènes de givrage à cause donc, des variations de vitesse sur l'aile d'avion. Et donc, il faut faire extrêmement attention et en principe, les avions sont munis de systèmes contre le givrage. Alors, je vous ai parlé essentiellement d'aspects expérimentaux, mais la mécanique des fluides théoriques et l'aérodynamique ont été développés presque en même temps. Sauf qu'au début, on ne savait pas trop quoi en faire. Alors l'un des premiers à s'être intéressé à la mécanique des fluides, ça a été Daniel Bernoulli, un Suisse. Voilà. Vous voyez déjà à cette époque-là, on ne s'intéressait pas aux avions, mais la mécanique des fluides théoriques commençait à se développer. Ensuite, il y a eu Euler. C'est assez extraordinaire parce que ce qu'on peut lire, les articles qu'il a écrits sont quasiment rédigés de la même façon que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est véritablement dans un langage très compréhensible pour nous. Il utilisait des équations, alors que les gens avant lui et encore après lui, par exemple d'Alembert, n'utilisaient quasiment pas d'équations. Tout était écrit, c'était des phrases, et vraiment il faut s'accrocher pour lire des articles comme ceux-là. Alors que Euler, c'est extrêmement étonnant. C'était d'une clarté, pour nous c'est d'une clarté vraiment extraordinaire. Jean Leron d'Alembert, alors il a un prénom bizarre, Jean Leron. Il se trouve que c'est le nom de l'église où il a été trouvé. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Les enfants étaient déposés à la porte des églises et puis ils étaient adoptés. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Donc il a été adopté par la famille d'Alembert. Et puis ensuite, il y en a d'autres. Lagrange, en fait, c'était un Italien qui a passé la plupart de son temps en France. Navier, alors on peut parler de Navier, de Stokes. Alors Navier, c'était un Français. Stokes, c'était un Anglais. Les noms, leur nom est associé à des équations bien connues en mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes, qu'on utilise couramment aujourd'hui. À l'époque, on ne savait pas quoi en faire, et il a fallu attendre le développement des ordinateurs, des méthodes numériques aussi, pour utiliser ces équations. Alors Stokes, vous avez entendu sûrement parler, il y a des théorèmes qui portent son nom, un tas de théorèmes qui portent son nom. Il y a eu Mach,
Et puis là, on entre dans la période moderne, notamment avec donc un Allemand qui a travaillé en particulier à Göttingen. Donc voilà cette petite histoire a montré que pour en arriver à l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a fallu partir vraiment de zéro. Il a fallu apprendre à voler, à se propulser. Ça s'est fait par une conjonction d'un certain nombre d'éléments. La possibilité de construire un moteur suffisamment puissant, la compréhension aussi de pourquoi on peut créer une force de portance, etc. Parallèlement, la théorie s'est développée et certains phénomènes ont été modélisés. Alors tout n'est pas encore, c'est pas terminé. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire encore et il y a besoin de modéliser donc un certain nombre de phénomènes. Mais de plus en plus, on utilise des méthodes numériques qui ont connu un grand développement au XXe siècle et le développement d'ordinateurs puissants pour résoudre les équations de la mécanique des fluides, de l'aérodynamique. Et aujourd'hui, eh bien, le souci, c'est de réaliser le couplage entre différentes disciplines, par exemple, entre les structures, parce que les structures, ça se déforme. En vol, il y a des déformations très très importantes des ailes, notamment, et qui induisent des effets sur l'aérodynamique et aussi sur le jugement qu'on peut porter sur la modélisation des phénomènes. Jusqu'il y a, disons, une dizaine d'années, bien, on considérait que l'avion était rigide. Pour faire tous ces calculs, on considérait que l'avion était rigide et on s'est aperçu que ce n'était pas du tout correct parce que les déformations subies par l'appareil en vol sont importantes à prendre en compte. On a vu au début, les efforts aérodynamiques sont vraiment extrêmement importants et donc on comprend que ça déforme les ailes. Voilà, j'ai à peu près terminé. Et donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très riche en informations, en histoire et beaucoup d'aéronautique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est notre spécialiste en communication. Oui, bonsoir. Merci encore pour cette conférence. Il y a quelque chose qui m'a surpris, que vous avez nous parler des câbles qui reliaient les ailes pour les blancs. Vous disiez que ces câbles engendraient une grosse traînée, beaucoup de traînée, et ça m'a surpris. La dimension des câbles par rapport au reste, et vous disiez donc, je me demandais pour quelle raison ces câbles engendraient une traînée aussi importante. C'est juste un problème d'aérodynamique. On s'en est pas aperçu tout de suite. Mais manifestement, les gens s'en sont rendus compte que ça traînait beaucoup puisqu'on les a fait disparaître. Et de fait, un filin de 2-3 mm, ça crée une traînée aussi importante qu'un profil d'aile qui ferait, je sais pas, 70-80 cm de 2 cordes. Et donc, c'est le fait que le coefficient aérodynamique d'un cylindre circulaire, c'est extrêmement élevé.
Et de fait, c'est étonnant que les frères Wright aient pu voler avec autant de filins sur leur appareil. C'est Jean pour la présentation. Je me posais la question de l'histoire de la soufflerie, la première soufflerie. Quelle était la motivation pour développer ce dispositif et après pour l'utilisation, même si aujourd'hui on sait que c'est important pour pouvoir interagir l'information. Alors, le concept de soufflerie, ça a été inventé par Wenham, donc un Anglais. Je ne sais pas exactement pourquoi il avait fait ça. Mais les frères Wright, bon, c'est clair. Pourquoi ils ont utilisé la soufflerie? C'est parce que les données les résultats qu'ils avaient pu obtenir avec leur planeur n'étaient pas en accord avec les résultats de Lilienthal. Alors donc, du coup, ils ont laissé tomber les résultats de Lilienthal. Ils ont véritablement mis en place un programme de recherche. Ils ont essayé, je ne sais pas combien, plus de 200 profils d'ailes, et dont ils ont mesuré les performances. Et notamment, ils se sont aperçus aussi que la courbure des ailes était un élément important et que ça favorisait l'obtention de portance. Alors qu'avant, bon, on utilisait une surface plane et puis c'était bon, quoi. Mais rapidement, on a vu qu'un profil courbé était extrêmement efficace. D'autres questions? Oui, bonsoir et merci pour votre présentation. Quand vous avez parlé du foyer au niveau des forces aérodynamiques, est-ce que c'est au niveau du foyer qu'est appliquée la portance et la traînée, ou est-ce que ces deux forces seront rapportées au centre de gravité? Alors, oui, c'est les forces, on peut les rapporter par rapport à n'importe quel point. Hein. Mais le foyer a une propriété particulière, c'est que le moment des forces par rapport au foyer est indépendant de l'incidence, dans une certaine gamme d'incidence qui est relativement large, disons une dizaine de degrés. Eh bien, le moment des forces par rapport au foyer ne dépend pas de l'incidence. Et donc, c'est une propriété aérodynamique importante. Parce que si on suppose que l'avion est en équilibre à une certaine incidence, ça veut dire il est en vol de croisière. Ça veut dire que les forces aérodynamiques eh bien, sont exactement compensées par le poids de l'appareil et par le moteur, hein, par la puissance du moteur. Et si on donne une petite variation d'incidence, eh bien, cette propriété du foyer fait que le supplément de portance se déplace et est placé au foyer. D'accord. Donc c'est sur une variation de l'incidence qu'on a l'apparition de la force au niveau du foyer. Et en vol stable, la portance est appliquée au centre de gravité. L'ensemble des forces de portance sur un avion doit toujours être appliqué au centre de gravité, parce que sinon l'appareil tournerait autour de lui-même. Il faut que le moment des forces par rapport au centre de gravité soit nul. Donc les forces, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le poids de l'appareil, il y a le moteur, la poussée du moteur, et il y a les forces aérodynamiques. Donc il faut que l'ensemble de ces forces-là ait un moment nul par rapport au centre de gravité. Alors pour ça, on utilise notamment les gouvernes qui sont placées sur l'empennage horizontal. Alors ces gouvernes, ça permet de créer un petit supplément de force, donc il y a un moment important
par rapport au centre de gravité. Donc, en vol de croisière, il faut absolument que le moment des forces par rapport de toutes les forces qui s'appliquent sur l'appareil soit appliqué au centre de gravité, sinon l'avion il tourne sur lui-même. Ok. Et si on donne une petite variation de portance, une petite variation d'incidence à l'appareil, le supplément de portance est appliqué au foyer et non pas au centre de gravité. Et donc, c'est de là que vient l'importance de la position relative du centre de gravité par rapport au foyer. Ok, merci. Oui, vous parlez donc du centre de gravité de l'avion, mais au cours du vol, le centre de gravité va se déplacer, puisque le kérosène qui est consommé va engendrer un déplacement minime peut-être du centre de gravité. Oui, tout à fait. Et de ce fait-là, maintenant, après Concorde, et vu que sur Concorde, c'était absolument indispensable de faire quelque chose, parce que le foyer avait tendance, quand on passait en supersonique, avait tendance à venir se placer en amont du centre de gravité, et donc l'avion devenait instable, il a fallu faire quelque chose. Alors, le faire quelque chose, ça a été de transvaser du carburant vers l'avant. Et ce système est utilisé sur les Airbus pour optimiser la position du foyer par rapport au centre de gravité. Parce que c'est vrai que au fur et à mesure que l'avion brûle du pétrole, eh bien, le centre de gravité peut se déplacer. Et donc, c'est l'un des éléments qui a fait que les études sur Concorde ont été intéressantes. Et même si on va au-delà de ça, même si Concorde, souvent c'est considéré comme n'étant pas une expérience très positive, en fait c'est tout le contraire, parce que c'est à l'époque du Concorde qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées, des méthodes expérimentales, des méthodes numériques, etc., qui ont permis, en partie, bien sûr, il n'y a pas eu que ça, mais ça a permis en partie de développer les Airbus. Merci pour la présentation. J'ai justement une question sur le Concorde. Donc, sur l'image que vous nous avez montrée, il y avait deux ondes de choc, une sur le nez de l'avion et une au niveau des ailes. Oui. Je suis juste curieux de savoir si c'est toujours le cas qu'il y ait deux ondes de choc sur un avion de cette forme, et si sur d'autres designs, il est possible d'avoir 3 ondes de choc ou même plus. Ah oui, oui, ça serait possible d'avoir 3 ondes de choc. D'en avoir moins, je ne suis pas sûr, mais d'en avoir plus, certainement. Il suffit de faire une rupture quelque part, et puis on a une onde de choc. Il suffit de faire une rupture dans une zone supersonique, et automatiquement on a une onde de choc. Je crois qu'on avait beaucoup plus sur l'image, il y avait deux macroscopiques, et puis deux petites qui correspondaient. C'est la réflexion que vous avez Alors, oui, c'est possible, tout à fait, oui. Mais sur un vol Paris-Toulouse, eh bien, quand le soleil est rasant, là, donc quand on rentre en fin de journée, eh bien, sur le bord d'attaque de la nacelle, de temps en temps, si le soleil est bien rasant, eh bien, on peut voir les ondes de choc qui se développent au niveau du bord d'attaque de la nacelle. Mais ces ondes de choc ne vont pas jusqu'à terre, quand même. Elles sont limitées. C'est une dimension qui est très petite. Mais les ondes de choc qui sont créées par Concorde, oui, elles voyagent très très loin, sans être atténuées, enfin presque pas atténuées, et on les ressent très très bien au sol, même si l'avion est à 10 ou 15 mètres d'altitude. Dans ce cas, qu'est-ce qui faisait que ces ondes de choc sont portées si loin sur le Concorde? Parce que personnellement, j'ai déjà entendu des ondes de choc, mais je ne crois pas que c'était très très loin d'un avion. Et quand vous mentionnez cela pour un Concorde, c'était quoi l'aspect mécanique peut-être? Non, il n'y a pas.
Non, non, c'est comme ça sur n'importe quel avion, c'est comme ça. Mais c'est peut-être parce que les avions que vous avez vus, ils n'étaient pas très très loin, mais ils auraient été plus loin, ça aurait été la même chose. Oui, je peux vous assurer que j'habitais dans le nord, à côté d'une base militaire, associée à la force de frappe. On les entendait souvent en début de mois, les avions. Vous avez dit qu'on avait très vite compris qu'il fallait dissocier la portance et l'avance, donc la propulsion. Oui. Oui, des hélicoptères. Alors, il y a les hélicoptères, oui, mais les hélicoptères, c'est pas très très performant quand même. On n'arrive pas à des vitesses aussi grandes que celles des avions. Alors, c'est utile pour d'autres missions, bien sûr, mais du point de vue de l'efficacité, c'est un petit peu moins bon quand même. À cause du cercle de nos portances qui se crée au niveau des pales. Ah ben oui, puis c'est relativement compliqué quand même un hélicoptère, hein, les pales d'hélicoptère. Donc quand elles font un tour, il y a le pas de l'hélice qui change pour que l'hélice soit bien attaquée, etc. En plus, ça fait du bruit. Alors il y a des systèmes qui ont été inventés pour contrer le bruit des hélicoptères, notamment en donnant une flèche importante en bout de pale, ça marche. Mais bon, et puis il n'y a pas énormément de monde dans un hélicoptère. Mais sinon, oui, il y a, pour certaines missions, c'est très très bien adapté, c'est clair. Oui. D'autres questions? Le problème, c'est qu'il n'y a pas une formule pour tout. Suivant ce qu'on veut, eh bien, on utilise autre chose. Les moteurs, c'est pareil, hein, d'ailleurs, parce que le par exemple, un statoréacteur, c'est bien adapté pour des vols au-dessus de Mach 5. Ça marche très très bien. Mais pour des vols à basse vitesse, en subsonique, c'est pas du tout adapté. Et on utilise plutôt un avion à hélice, un turbopropulseur. Oui. Merci beaucoup pour les explications. Juste ma question, c'était, quand on a fait le test avec la feuille cristal, est-ce que naturellement elle tourne de la bonne manière à augmenter la portance? Comment ça se fait que la portance augmente? Est-ce qu'il y a justement le sens qu'il faut pour que ça... Ah ben, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Si ça tourne dans le mauvais sens, ça va vers moi, donc c'est pas intéressant. Donc il faut le... Et ça redescend plus vite? Non, non, c'est complètement symétrique. Et ce qu'on montre, c'est que s'il n'y avait pas de viscosité, eh bien la feuille de Boxstall, elle remonterait exactement à la même altitude que l'altitude où on l'a lâché. C'est bon. D'autres questions? J'ai des questions. Bon. L'étude de la bioinspiration. La première image qu'on voit du tableau de l'inspiration aujourd'hui, est-ce qu'on parle aussi Pardon? C'était où ça? C'était la vidéo. Non, ça c'est autre chose là. Au début. On va juste au début. Ah, c'était Icare. Ah, oui. Ah. L'importance par exemple des plumes sur les ailes d'avion, parce que ça apporte beaucoup de... Il y a des études là-dessus. Ouais, je sais qu'il y a des études là-dessus. Mais bon, pour l'instant,
J'espère qu'il n'y a pas de constructeurs d'avions ici dans la salle. Mais les constructeurs d'avions n'aiment pas trop faire évoluer leurs avions. Quand ils ont une solution, ils aiment bien s'y tenir et la conserver. Les militaires, ils seraient probablement plus enclins à développer des nouvelles formules. Et donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ben, on continue avec. Je ne sais pas si vous mentionnez le contrôle de l'écoulement. Ça s'appelle le contrôle, et je parle, comme j'aurais été spécialiste des bouchinistes, est-ce que ça a une importance par rapport à cette partie-là? Alors, sur le vol des oiseaux, c'est quand même très très compliqué, parce que c'est vraiment un vol dynamique, c'est-à-dire qu'ils réagissent, hein, les oiseaux, ils réagissent pour déplacer les plumes comme il faut. Bon, ils ne le savent pas, mais ils le font, effectivement, et c'est vraiment très très compliqué. Justement pour cette idée d'ajouter de la rugosité à la surface, je reçois aujourd'hui un article. Il y a le Lufthansa qui a commencé à équiper quelques appareils par une couche adhésive qui ajoute un peu de rugosité à la surface pour favoriser un peu la turbulence dans la couche humide, pour favoriser l'approche de l'écoulement sur l'appareil. Exactement. Mais avant, on a travaillé beaucoup sur des systèmes pour augmenter cette rugosité avec des micro-G ou des appareils très lourds. Et finalement, ils ont trouvé une solution vraiment très facile, très simple. C'est juste une couche adhésive à coller sur quelques endroits sur l'appareil pour favoriser un peu la turbulence dans la couche humide et ensuite retarder un peu la séparation de l'écoulement, et ça va à la fois réduire la traînée et parfois augmenter la portance ou les forces générées. C'est ce qu'on appelle le contrôle actif des écoulements. Exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'ils le font dans leur atelier. Des surfaces très fabriquées. Et donc, selon la surface à couvrir, ils font les surfaces des empennages, par exemple, ou quelques parties du fuselage, pour juste... Alors, c'est une autre question, parce qu'on a parlé tout à l'heure de givrage. Oui. Est-ce que ce genre de topologie peut améliorer le combat contre le givrage? Non, je crois pas, non. Non. Alors, des essais comme ça, ça a eu lieu il y a, je sais pas, 10-15 ans. Il y en a sur Airbus, ça a été essayé. Donc, on a participé à des essais de ce type-là. On arrive à gagner un petit peu en traînée. Alors, un petit peu, ça peut être 1 ou 2%, hein, c'est intéressant. Par exemple, le fait que les boudelles soient recourbées. Maintenant, on voit beaucoup d'avions, donc avec un boudel recourbé. Eh bien, ça permet de réduire la traînée de l'ordre de, disons, 1%. Eh bien, c'est jugé intéressant. Bon, le problème avec ces parois, ici, c'est l'entretien. Il ne faut pas que ça s'encrasse. Donc, c'est pas du tout garanti, mais ça a été essayé donc, sur avion, et c'est vrai, ça fonctionne. Simplement, il faut voir que c'est quelque chose qui est vraiment très très petit. C'est de l'ordre de quelques... Les stries, hein, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. Bon, c'est pas forcément simple à installer industriellement. Exactement, c'est pour ça qu'ils ont pensé finalement à produire ce type de peinture ou adhésive ou autre, oui, là, coller directement dans des
des endroits bien précis pour améliorer l'aérodynamique de ces endroits. Mais si on parle d'un système mécanique ou des générateurs de vortex mécaniques à implanter sur les surfaces, ça va coûter cher, ça va être plus lourd. Aussi pour l'entretien, c'est pas très important. Oui, sauf que dans certains cas, ça peut fonctionner. Il y a des avions, enfin il y a un avion en particulier sur lequel il y avait des générateurs de tourbillons qui ont été installés et qui ont permis d'éviter un certain nombre de problèmes. C'était sur quel avion, je ne sais plus, sur le Mercure peut-être, quelque chose comme ça. Mais ça fait très mauvais effet parce que ça a été ajouté après coup. Et donc les gens ils disaient oui c'est un mauvais avion, il a fallu rajouter des trucs et donc c'est pas bon. Voilà le genre de problème auquel on peut être exposé. Sinon ça peut fonctionner. Les générateurs de tourbillons, ça peut être intéressant pour retarder le décollement. Par exemple. Bon, ou les jets, ça peut marcher aussi. Ce qu'on a appelé les riblets, c'était des feuilles autocollantes qui étaient produites par la société 3M, ceux qui font le scotch, les bandes de scotch, hein, pas l'alcool. Et c'était des feuilles, je ne sais pas, qui faisaient de l'ordre de 1 ou 2 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et donc, oui, ça a fonctionné. Mais après, la phase d'industrialisation, c'est encore une autre question. J'ai une question sur les bleds. Est-ce que ce genre de couche a toujours une forme régulière comme celle-ci? Ou est-ce que des formes complètement irrégulières et random auraient un effet différent? Pas nécessairement meilleur, mais différent. J'en sais rien, ça n'a pas été essayé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Simplement, ce qui est déjà étonnant, c'est que la surface mouillée, de surface comme ça, c'est beaucoup plus important qu'une surface mouillée parfaitement plane. Et malgré ça, on arrive à avoir un gain de traînée de l'ordre de quelques pourcents. Bien que la surface mouillée, je ne sais plus combien c'est, c'est 2 ou 3 fois plus grand. La surface mouillée, ça se calcule, c'est de la géométrie. Et donc, même si la surface mouillée est beaucoup plus importante, on arrive quand même à gagner un petit peu de traînée. Alors ce qui est difficile à comprendre, c'est que sur le pic ici, le frottement est beaucoup plus important que dans les creux. Et donc il y a une compensation d'effet entre les deux, entre ce qui se passe dans le creux et ce qui se passe au-dessus. Alors ici en soufflerie, ici en écoulement transsonique, donc ça a été essayé, ces riblets là, et effectivement on a eu des réductions de traînée. Très bien. Je pense qu'avec ça on peut clôturer notre conférence. Merci beaucoup. Il n'est pas clair. Merci à vous.